ça le bon mot. Mais voilà, sinon on n'aura pas le temps et j'avais envie de parler de l'Olympique de Marseille parce que donc il y a eu l'officialisation de Igor Paixão. Euh, je te donnerai la parole à toi, Nico, juste après pour me dire déjà ce que tu en penses. Bon, assez rapidement, mais ce que tu en penses et un petit peu présenter le joueur pour les gens forcément qui l'auraient peut-être pas joué ou pas assez. Mais en gros, voilà, c'est vrai que Marseille, on en a un petit peu parlé la semaine dernière, mais ils font un mercato qui nous semblait intéressant avec David, Paixão, Aubameyang, Gomez. Medina, Egan Riley, bon, ça reste plus un pari. Sans parler forcément pour l'instant des départs, hein. Pour l'instant, on ne parle que des arrivées, on parlera des départs juste un tout petit peu après. Mais voilà, il y a encore deux recrues supplémentaires qui sont attendues. Il y a pourquoi pas un défenseur central, Joël Ordonez, qui est du coup un petit talent de Bruges, qui est assez mentionné. Il y a l'officialisation aussi de Wea qui est attendu, parce que voilà, il avait été absent hein, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, mais il est absent de l'entraînement ce matin avec la Juve. Donc, bref, tous les signes sont ouverts hein, pour qu'il arrive à Marseille. Et il y a aussi la possible arrivée dans le milieu axial. Enfin, bref, c'est vraiment les deux postes que Marseille veut recruter, enfin, sur lesquels Marseille veut recruter, c'est défenseur central, milieu axial et du coup, un piston. Bref, pour l'instant, Nico, encore une fois, rapidement, t'en penses quoi de ce mercato là? Pour toi, est-ce qu'il te semble à la hauteur? Et puis, Igor Paixão, 35 millions, recrue la plus chère de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Petit topo rapide, petite présentation rapide du Brésilien. Alors déjà, Igor Paixão, c'est un joueur, c'est un pur ailier, tout simplement. Donc c'est un droitier qui joue à gauche, donc qui jouait comme ailier gauche au Feyenoord. Il a passé 3 ans en Eredivisie. Et il s'est vraiment révélé cette année, notamment en Ligue des Champions. Alors en Eredivisie, il performait déjà, mais il s'est vraiment révélé, notamment en marquant le but au match aller, en barrage aller contre l'AC Milan. C'est lui qui avait marqué le but de la victoire pour ensuite faire match nul à San Siro et qui avait qualifié Feyenoord. C'est un joueur ultra percutant sur l'aile gauche. En fait, c'est exactement ce que Roberto De Zerbi cherchait, c'est-à-dire on voyait l'année dernière l'OM qui avait du mal à faire percuter, à percuter sur les ailes en fait, avec des joueurs qui avaient du mal à faire des différences, à part Mason Greenwood sur l'aile droite. Donc l'idée c'était vraiment de trouver le penchant de Mason Greenwood qui est lui côté droit et de le trouver côté gauche, surtout avec le départ de Luis Enrique pour l'Inter Milan. Et Paixão, c'est exactement ce type de joueur, percutant, performant à 1 contre 1, très bon dans le dribble, très bon passeur et qui marque beaucoup de buts. Et ça, c'est vraiment un élément important, c'est que quand on avait des gens comme Luis Enrique qui marquaient pas assez, là, pour le coup, ils ont mis le paquet pour un joueur, tu l'as dit, 35 millions d'euros, pour un joueur qui marque quand même, qui a beaucoup marqué l'année dernière. Donc, si on regarde les statistiques, en 47 matchs, toutes compétitions confondues, c'est 18 buts marqués et 19 passes décisives, toutes compétitions confondues. Donc voilà, et si on prend en référence la Ligue des Champions, on est à 11 matchs joués, 2 buts, 5 passes décisives. Donc, et souvent on dit que quand on parle de championnat mineur comme le Eredivisie, qui est bien sûr un championnat de qualité, mais moins élevé que les 5 grands championnats dont on parle souvent, eh bien, on s'aperçoit quand même qu'il a des statistiques quand même plutôt intéressantes en Ligue des Champions, qui est souvent le juge de paix pour juger du réel niveau d'un joueur. Maintenant, il a fait une saison en Ligue des Champions. Maintenant, on attend de voir ce qui va se passer dans un championnat d'un niveau plus élevé comme la Ligue 1. Et dans un club à grande pression comme l'Olympique de Marseille, ça aussi, c'est un facteur auquel il faut penser. Mais voilà, c'est un joueur vraiment percutant et c'est vraiment un joueur que l'OM n'avait pas l'année dernière. Alors, on peut penser à Jonathan Rowe qui est ailier aussi, mais Jonathan Rowe, il a dû s'adapter à la Ligue 1, donc c'est un peu compliqué. Et aujourd'hui, on sait que Jonathan Rowe, malgré sa bonne préparation, il part avec une longueur de retard sur Paixão, qui est le titulaire du poste. Moi, je pensais plus à un Amine Gouiri. Alors, je sais qu'il peut jouer dans l'axe et peut-être ça va être ça son poste. Enfin, bref, il va tourner avec Aubameyang, mais ça marche pas un petit peu sur ce que fait Amine Gouiri, justement, à gauche, Igor Paixão. T'en penses quoi? La différence, c'est que Amine Gouiri, à la base, c'est un réel neuf qu'on a voulu essayer de mettre à gauche. Et c'est là où Roberto De Zerbi, ce que je trouve intéressant dans ce qu'il fait,
c'est qu'il essaie vraiment de voir à quel poste les joueurs sont les meilleurs. Et on a l'impression vraiment qu'ils vont installer sur une certaine durée Amine Gouiri en tant que numéro 9. Preuve en est, c'est que l'OM a pris Aubameyang qui a 36 ans, qui vient d'avoir 36 ans au mois de juin, qui est plutôt sur la fin que sur le début. Il a signé un contrat de 2 ans. Mais clairement, le titulaire à la base, c'est Amine Gouiri. Alors Aubameyang, peut-être avec ses performances, il s'imposera comme le titulaire au poste de numéro 9. Mais on sait que Roberto De Zerbi, dans sa tête, il veut vraiment installer Amine Gouiri de façon durable à ce poste. L'entraîneur italien pense même que Gouiri peut être un des meilleurs numéros 9 d'Europe à terme, d'ici un an ou deux. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Donc, on sait, et Peixao, par contre, c'est un vrai ailier. C'est vraiment un pur ailier à l'ancienne, comme on en voit souvent aux Pays-Bas, comme les Néerlandais ont eu la tradition d'en former. C'est vraiment un joueur très percutant, mais la différence, c'est que c'est un joueur qui marque énormément de buts aussi. Donc, c'est ça qui peut être intéressant. C'est vraiment un ailier moderne, en fait. Okay. Est-ce que David, la présentation que Nico t'a fait, t'a convaincu, t'a séduit de Igor Paixão? T'en penses quoi? Ouais, vraiment, j'attends de voir parce que Paixão, ça m'a l'air d'être un dribbleur assez génial, mais peut-être que justement, ça peut tout casser en Ligue 1 et se faire voir en Ligue des Champions grâce à ses talents de dribbleur. Parce que c'est un talent qui est de plus en plus rare, finalement, le talent de dribbleur, je trouve, au très haut niveau. Mais j'attends de voir parce que quand on dit qu'il est très buteur, je sais pas quelles sont ses stats, mais j'ai jamais vu trop passer dans les. Nicolas dit, c'est 17 buts, 19 passes D, toute compétition. 18 buts, 19 passes D, ouais. Toute compétition. C'est bien, ouais. Bah non, mais du coup c'est bien. Faut voir après comment il va s'entendre avec Aubameyang, Greenwood, qui restent quand même pour moi les principaux atouts offensifs de l'OM. Mais c'est un profil intéressant, a priori un profil très décisif, quoi, un profil très provocateur. Donc moi j'adore ce genre de profil. J'ai hâte de voir sur le terrain comment ça se passe. C'est marrant parce que moi quand j'en parle, en fait, j'ai toujours en tête le but qu'il marque contre le Milan AC parce que pour moi c'est une référence parce que c'est fait en Ligue des Champions déjà contre une équipe de haut niveau. Et pour moi, le but qu'il marque contre Milan, où il provoque, il dribble et il frappe à angle fermé en surprenant le Maignan, qui avait d'ailleurs été un peu critiqué sur le but à l'époque, pour ce but encaissé. Mais pour moi, c'était un petit peu là. Il avait montré une partie de sa panoplie, même s'il a eu un peu de réussite sur le but. Mais pour moi, c'était vraiment le côté provocateur. C'est ça, c'est passement de jambes, c'est de faire des crochets, de faire la différence sur le latéral. Et voilà, c'est un petit peu l'image qu'on en a en fait. Et on demande à voir, mais on espère vraiment que ça va se concrétiser, que ça va être fructueux au Vélodrome, enfin sous le maillot de l'OM. C'est clair. Ok, bon, on approfondira un autre jour sur le mercato de Marseille parce que je trouve qu'il y a des choses à dire. C'est assez intéressant et encore une fois, des profils qu'on connaît pas beaucoup. Igor Paixão, alors évidemment, il a joué avec des champions, etc. Il vient des Pays-Bas. Voilà, il y a eu quelques ratés. En plus, Marseille, à chaque fois que ça sort le chéquier, ça se passe pas tout le temps bien, même il y a beaucoup de fois où ça se passe même très mal. Donc bref, encore une fois, on les a les souvenirs. Surtout chez les attaquants, c'est ça qui est difficile aussi. Que ce soit Wai, que ce soit Benedetto. Vitinha qui était la recrue la plus chère de l'histoire. Vitinha, tout à fait. Bref, voilà, c'est pas toujours bien passé à chaque fois que Marseille a sorti le chéquier et en plus récemment encore moins. Donc bref, on verra. Donc, mais en tout cas, il y a des choses à dire assez intéressantes. Une autre, juste pour terminer, on va terminer là-dessus l'émission, mais du coup, c'est la rumeur qui un petit peu a explosé un peu aujourd'hui. Il y avait déjà eu des rumeurs de départ de Rowe, Balerdi, Mopé. Et aujourd'hui, il y a eu du coup une rumeur qui dit que donc, Ronaldo réclame Greenwood à Al Nassr. Donc, Ronaldo veut retrouver son ancien coéquipier de Manchester United. Et ils ont joué ensemble à United. Allez, je donne la parole à David, comme ça après je finis par Nico. David, Greenwood, toi, tu crois déjà à cette rumeur et est-ce que ce serait vraiment une catastrophe? Je pense que oui, mais ce serait une catastrophe pour Marseille de perdre Greenwood.
Bah oui, ce serait une catastrophe. Enfin, je pense que Greenwood, c'est le meilleur joueur de l'OM. Enfin, c'est mon avis. Et c'est inespéré d'avoir réussi à recruter une star pareille parce que, bah, dans les conditions que l'on sait, parce que le gars était tricard en première ligue, etc. Mais je pense que ce serait une très mauvaise nouvelle pour à nous de retrouver la Ligue des Champions, de perdre cette tête de gondole-là, qui est à mon avis le joueur le plus niveau Ligue des Champions de l'effectif. Et puis, ça viendrait aussi donc ça viendrait, c'est une mauvaise nouvelle des deux points de vue en fait. Ok. Et pareil, du coup, bah, même question pour toi, Nico. Ça t'a évoqué quoi quand tu as vu passer cette rumeur? Qu'est-ce que t'as pensé? Ce que je pense, c'est que ça fait toujours peur parce qu'on sait très bien que les clubs saoudiens, s'ils veulent mettre 150 millions, ils peuvent le faire. Alors, d'un autre côté, ce qui est un peu excitant, c'est qu'on se dit que s'il y a 150 millions sur la table, il y a quand même 75 millions qui arriveraient dans les caisses de l'OM. Il faut rappeler que Greenwood, il y a 50% de la valeur du transfert qui irait à Manchester United. Ça a été, selon ce qui avait été signé l'année dernière entre les deux parties, entre les deux clubs. Maintenant, ce qui serait une catastrophe, oui, je suis d'accord avec David, le fait de sportivement, ce serait une catastrophe parce que Greenwood aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux dans l'effectif de l'OM. On se dit que c'est peut-être le joueur un peu frisson qui peut faire basculer un match à tout moment, même en Ligue des Champions, parce que c'est un joueur qui a ce niveau-là, qui aurait le niveau de jouer à Liverpool ou au Bayern, ou au Barça ou au Real. Mais je pense que pour le moment, la tendance, on sait que et l'OM et Greenwood préféreraient continuer et jouer la Ligue des Champions ensemble. Maintenant, on sait très bien, moi, c'est plus ce qui me fait peur dans un mercato, c'est le côté, on s'emballe le 31 août, il y a 150 millions qui tombent, parce que là, on parle de 80 millions. On sait très bien que si les Saoudiens veulent en mettre 160, ils peuvent le faire. C'est plus le côté, on n'a pas le choix. Pour moi, si ça se passe, ça va être un côté comme Drogba était à la Chelsea à l'époque pour 37 millions. C'est un peu le côté, le train ne passe pas deux fois et nous, dans les caisses, on doit recevoir de l'argent parce que l'actionnaire, Franck McCourt, va nous réclamer des comptes si on ne prend pas le chèque. Et on sait très bien comment ça se passe dans ces cas-là. Donc moi, c'est plus le côté, oui, le sportif, il reste privilégié. Je ne pense pas qu'il partira à 80 millions, mais par contre, si les Saoudiens veulent mettre plus, la question, elle se posera réellement. Et si Greenwood reçoit une proposition je sais pas moi, 30 millions par an, il va se poser la question de savoir est-ce que ça vaut pas le coup d'y aller. Ce sera ma dernière question de l'émission. C'est impossible à remplacer Greenwood à Marseille ou pas? Moi, ça me semble compliqué de trouver ce profil de ce niveau-là, en fait. C'est-à-dire, moi, je pense à, je sais pas moi, dans un profil ailier, je pense à Garnacho qui à Manchester n'est pas désiré, mais Garnacho, c'est 80 millions. Donc, c'est très compliqué. Garnacho, il est sur le point de signer à Chelsea cet après-midi. Ça vient Oui, de en tomber. plus, voilà. En plus, de toute façon, il veut rester en première ligue. Mais, Non, mais je pense que là, ce que Nico veut dire, c'est qu'en gros, tu vends Greenwood, ok, tu te dis, allez, 120 millions, il part. Bon, déjà, Non, tu mais touches c'est que fini. 60. Et en fait, pour trouver un joueur du même calibre, en fait, tu dois mettre plus de 60. Donc, exactement, c'est un petit peu Non, mais ça. là, tu viens d'acheter Pay Chao pour avoir un complément décisif à Greenwood et tu fais revenir Aubameyang. Bah, ce serait une énorme défaite de laisser partir Greenwood après tout ça, quoi. Après En avoir réussi plus, à moi, signer Aubameyang. j'ai envie de dire, ce qui se passe, c'est que là, il vaudrait 80 millions, parce qu'on parle de 80 millions de la part de éventuellement un des clubs cités, Neom, etc., Al Nasser. Peut-être que, et on parle de 80 millions, mais en n'ayant eu que la Ligue 1. Je pense que si cette année, il laisse Greenwood à l'OM performer en Ligue 1 et en Ligue des Champions, parce qu'il n'y a pas de raison Bah que oui. ça ne continue pas, le prix il peut peut-être doubler, enfin on ne sait jamais, mais si à la fin de la saison, parce que c'est vraiment une graine de champion, donc si à la fin de saison l'OM n'est pas forcément vendeur, mais qu'on vient, il y a un club saoudien ou bien un club de première ligue qui veut le reprendre en disant ah ben nous on propose 100 ou 120 millions, parce que quand on est performant en Ligue des Champions, le prix il double de toute façon.
Donc, à mon avis, l'OM aurait tout à perdre cette année à le perdre comme ça, 80 millions, en sachant que Manchester United va récupérer 40 millions et que ce serait dur à remplacer. Alors que si, avec la Ligue des Champions, avec les recettes, selon si l'OM va loin dans la compétition, il y a déjà 25-30 millions qui tombent. Et plus ils vont aller loin, plus ça va tomber au niveau des recettes, plus les recettes du championnat. Donc, je pense que l'OM aurait tout intérêt à le garder cette année et à profiter de la vitrine Ligue des Champions pour justement le vendre beaucoup plus cher l'année prochaine, si c'était le cas. Moi, j'aimerais le garder plus longtemps, mais bon, après. En tout cas, moi, c'est un- j'ai hâte de voir. Moi, j'ai hâte de voir l'attaque Aubameyang, Greenwood, Paichao. Hein. Ouais. Gouiri va J'espère que ça va marcher. Et moi, mon souci, c'est au moins, j'espère au moins cette année qu'il y ait un peu plus de compétition dans le championnat. Évidemment, on sait que Paris est au-dessus, mais j'ai envie de dire, faut espérer secrètement un coup de mou du PSG et que l'OM reste un peu dans la roue et Monaco aussi, qui reste dans la roue du PSG jusqu'en février et mars et après on peut voir. Mais pour le moment, je vais pas m'avancer jusqu'à dire ils vont concurrencer le PSG, mais Tu le feras, déjà si la mayonnaise peut prendre, ils joueront au moins les 3 premières places. tu le feras dans un mois quand on fera les Ouais, promos. voilà. saison. Ouais. Si la mayonnaise prend avec toutes les recrues qu'ils ont fait, tu peux rêver à tout, y compris à jouer le titre en France. Mais par contre, toi, si tu perds Greenwood, d'un seul coup, tu fais le deuil de tout ça. Quoi. Ah, C'est bien clair. sûr. Non, mais par exemple les matchs, les classicos, par exemple, moi, pour moi, même cette année, si on les perd, bon, ça peut arriver. Paris les a gagnés peut-être 15 fois sur 20 sur les 20 derniers. Mais moi, c'est plus voilà, quand l'OM va se déplacer, au Monaco, hein, se déplacer à Rennes, se déplacer à Strasbourg, à Nantes, à Auxerre. C'est sur ces matchs-là que les 19 points d'écart se sont joués entre Paris et Marseille et Monaco. C'est pas sur Paris, c'est pas de leur faute si l'OM a perdu 3-0 à Auxerre et 3-1 à domicile contre Auxerre. Et moi, pour la clé, elle va être là. Est-ce que ces deux équipes-là, parce que pour moi, ce sont les deux équipes les plus armées après le PSG, est-ce que ces deux équipes vont pouvoir tenir ce rythme d'enchaîner les victoires comme Paris arrive à le faire? Et après, il peut y avoir peut-être match sur 2 matchs contre le PSG. Ok, Mais ça, on verra. c'est exactement. Moi, je pense que ta phrase d'intro, elle est clé. Il faut que la mayonnaise prenne. Là. Il y a eu des recrutements. On attend de voir Paichao, on l'a vu jouer que à Feyenoord. Hein. On ne sait pas comment ça va matcher avec ses nouveaux coéquipiers. Milieu de terrain, est-ce que ça va être magique? Est-ce que Rabiot va refaire la saison qu'il a faite l'an dernier ou encore mieux, etc., etc. Il y a quand même beaucoup d'inconnus. Si la mayonnaise prend, tous les espoirs sont permis avec le soutien du public, avec la magie du Vélodrome. Tous les espoirs sont permis. Il faut que la mayonnaise prenne et il y a quand même beaucoup d'incertitudes dans cette équation. Moi, j'ai un petit bémol, par contre, et je regrette un peu, alors je comprends pourquoi ils l'ont vendu, c'est Valentin Rongier, parce qu'il présentait quand même une certaine sécurité en tant que milieu défensif. Et aujourd'hui, alors on parle souvent de Benasser et que l'OM joue la montre parce qu'ils ne veulent pas l'acheter 12 millions et que Benasser ne veut pas partir en Arabie Saoudite, il a eu des propositions, et que Milan aujourd'hui serait peut-être enclin à le lâcher 10 millions et peut-être que l'OM en voudra 8 pour d'autres bonus ou quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que l'OM, on sait que dans l'idée, ils veulent recruter un milieu défensif. Est-ce que ce sera Benasser ou un autre? Mais je pense qu'il faudra remplacer Rongier parce que pour le milieu de terrain, c'était très important d'avoir Rongier. Donc là, le fait qu'ils soient partis, bravo à Rennes de l'avoir pris. Mais je pense que l'OM aura besoin d'un milieu plus stabilisateur dans l'entrejeu. Ce sera important, à mon avis. Ok, bah, très bien. Comme je l'ai dit, on pourra s'y repencher parce qu'il y a eu, il y a eu quelques rumeurs là, évidemment, mais il y a eu des officialisations. Enfin bref, le transfert, enfin en fait, voilà, c'est vrai que c'est un moment clé dans la saison de Marseille parce qu'on a vu Marseille se rater sur plusieurs mercato alors qu'ils avaient fait une saison correcte et du coup, enfin la saison d'avant, faire une bonne saison.